Jean-Michel, tu vas t'arriver là. Oui, très brièvement, parce que je crois que il va être bientôt temps de donner la parole aux personnes présentes et les éléments qui ont été avancés sont extrêmement substantiels. Moi, je voudrais mettre les choses dans une perspective un petit peu complémentaire. Nous célébrons en ce moment, beaucoup d'entre nous célèbrent, le 100e anniversaire de la Révolution d'octobre, qui, quels que soient les aléas, la façon dont les choses se sont passées ensuite, avait un aspect très important qui était la question des problèmes de santé. Une des causes de la Révolution d'octobre, et d'ailleurs un de ces aspects, ça a été la volonté d'intervenir du peuple sur les questions de sa santé. Il faut imaginer ce que c'était que la condition des hommes et des femmes et des enfants dans la Russie tsariste, avec un taux de mortalité absolument effrayant, avec un accès aux soins qui était très rudimentaire et des inégalités concernant la santé qui étaient scandaleuses. Je crois que plus généralement encore, un des aspects de ce qui s'est passé au XXe siècle, si l'on pense par exemple au welfare state en Grande-Bretagne, à ce qui s'est passé avec la création de la sécurité sociale en France, ça a été justement l'accès à une protection sociale, à une couverture sociale, à une prévention qui pouvait paraître comme un véritable luxe au début du siècle. Les plus anciens d'entre nous se souviennent que dans les familles ouvrières, dans les familles pauvres, on mettait de l'argent de côté au cas où il y aurait une maladie, disait-on. Ces périodes sombres sont encore très proches de nous. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que la vaccination, c'est évidemment historiquement un progrès considérable qui n'a pas été octroyé, qui a été la conséquence de lutte. Et ce qui pose problème actuellement, c'est que un mixte inquiétant s'est développé, c'est-à-dire que la vaccination est à la fois quelque chose qui est un acquis social et civilisationnel tout à fait considérable, et en même temps, les vaccins sont des marchandises. Donc la contradiction entre l'universalité de la demande et le besoin d'universalisation des capitaux dans un régime capitaliste, elle est criante. Nous avons un système de santé où il y a un véritable turnover des médicaments destinés à être le plus rentable possible. Il faut mettre ça en parallèle avec tout ce qui, dans les pratiques de santé, a rapport avec la rémunération à l'acte. Il faut faire de plus en plus d'actes de santé, me disait encore avant-hier un médecin, il faut faire de plus en plus d'actes de santé, finalement, peu importe leur contenu. Et ça peut se mettre en parallèle avec d'autres secteurs. Dans la justice, c'est la même chose. Dans la magistrature, c'est la même chose. Dans l'enseignement, c'est la même chose. La rémunération à l'acte, le turnover des marchandises est quelque chose qui est tout à fait essentiel dans cette pratique. Alors, que devient là-dedans la dignité? Que devient la dignité du malade? Que devient le respect de la personne humaine? Ça, c'est une véritable question. Donc, j'ai envie de m'en tenir là parce que ce qui est essentiel dans cette question de la vaccination, comme dans les autres, c'est la façon dont on se l'approprie. Et je crois qu'il y a beaucoup d'éléments dans
la crise actuelle du système capitaliste, beaucoup d'éléments qui sont avancés allant dans le sens d'une dépossession. L'infantilisation des malades, le culte du secret, le culte de... Quentin a parlé de dogmes tout à l'heure, il a parfaitement raison. Tous ces dogmes qui ont pour fonction d'empêcher l'intervention citoyenne sur les questions de la santé, alors que quand il y a eu cette intervention citoyenne, que ce soit en Russie en 1917, 18, 19, 20, que ce soit en France avec la création de la sécurité sociale, que ce soit quand, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en Grande-Bretagne, pays que je connais un petit peu, il y a eu, on a dit, une inflation de médecins, disons, un grand nombre de personnes qui sont entrées dans des professions de santé de façon précoce et qui n'ont pas fait du si mauvais boulot que ça. Avec les extraordinaires campagnes, par exemple, contre la tuberculose qu'il a pu y avoir dans tous ces pays-là, et je pense singulièrement à ce qui s'est passé en Irlande avec le Dr Brown qui a été ministre de la Santé, et d'autres encore. Alors, quand on voit ce qui s'est passé, je crois que l'intervention citoyenne, l'intervention des salariés dans les entreprises, mais l'intervention des parents d'élèves dans les écoles, elle est tout à fait essentielle. Moi, je suis un jeune retraité de l'enseignement. Il y a parmi vous des parents d'élèves. Il faut que vous sachiez que pendant les 40 ans de ma carrière, je n'ai passé aucune visite médicale, aucun contrôle médical, aucune prévention. Et à partir plus ou moins des milieux des années 80, les élèves non plus ont été, tout ce qui est prévention, contrôle, visite médicale a été de plus en plus réduit à sa plus simple expression. Ce n'est pas normal. Et il y a lieu de favoriser tout ce qui peut être intervention syndicale, intervention citoyenne dans ces questions, que ce soit la transparence sur la vaccination, que ce soit la prévention en matière de santé, parce que le capital veut bien, à la rigueur, qu'il y ait des institutions réparatrices, mais la question de la prévention est une question absolument essentielle, qui requiert information, intervention. Rien ne nous sera octroyé en ce qui, pour cela, et je crois que c'est un des axes de ce que doit être une politique démocratique, une appropriation de la démocratie par les gens, que d'intervenir sur ces questions de la santé et d'exiger un respect non seulement en parole, mais un respect en acte, parce que là, comme ailleurs, rien ne sera qui ne soit gagné. Donc la parole, elle est à vous. Qui veut la prendre tout de suite? Parce que là, on a jusqu'à midi un quart. Donc des questions un petit peu, pas trop longues, de façon à permettre beaucoup d'interventions. S'il vous plaît, merci. Moi, une question, c'est peut-être une prolongation de la réflexion amorcée, à savoir que nous sommes entrés dans une période où de plus en plus la prise en compte de la personnalité même du malade, de son être de particulier, tend quand même à être prise en question. On parle aujourd'hui de couples soignants-soignés, on évoque même le cas de patients experts. C'est le vocabulaire que l'on entend dans les milieux de l'ARS et tout cela. Et puis, en matière d'immunité, quand fait-on la liaison entre les maladies auto-immunes et l'immunité? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas le même processus qui est en cause? Et ça veut dire qu'à chaque fois, il faut vraiment l'ancrer sur la personne particulière, parce qu'il y a manifestement des réalités individuelles qui viennent perturber
le diagnostic statistique qu'on a l'habitude de faire. On va prendre quelques questions, Émilie, là. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir si je pouvais avoir des renseignements sur le lévothyrox. Parce que le lévothyrox, à partir du mois de mars, j'ai pris une nouvelle formule du nouveau lévothyrox sans savoir que ça avait été changé. J'ai des effets secondaires pas extrêmement importants, mais je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très très gênés avec cette nouvelle formule. Pour l'instant, on a remis l'ancienne formule pendant quelques temps au mois d'octobre dans les commerces parce qu'il y avait eu beaucoup de pression au niveau de l'Internet. Mais maintenant, c'est à nouveau plus possible d'en avoir. Et on nous dit, les médecins nous disent, il faut vous habituer, votre organisme va s'habituer. Or, je ne comprends pas pourquoi on a changé la formule. Est-ce qu'il y avait eu des problèmes avec cette ancienne formule? Et qu'est-ce qu'on va devenir si on... Moi, la chose que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire pression pour que l'ancienne formule revienne dans le commerce? Merci. Encore... Bonjour, moi je voudrais intervenir par rapport à la manière dont j'ai réussi à faire les vaccins. Au niveau professionnel, j'ai refusé la vaccination parce qu'on ne voulait pas prendre en charge les effets indésirables. Donc j'ai réussi à le faire de cette façon-là. Pour mes enfants, j'ai fait la même chose. Je me suis appuyée sur des références d'un livre sur la vaccination et sur la vaccination des vaches dans un troupeau. Quand une vache a la diphtérie, on abat tout le troupeau et pourtant elles sont toutes vaccinées. Et j'ai réussi à libérer les vaccins de cette façon-là. Donc si ça peut vous servir, faites-le. Voilà. Et je suis infirmière, donc c'est quand même une profession où on oblige à faire les vaccins plus particulièrement. Et j'en ai aucun. Hein. Voilà. Précisément, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut quelle conclusion on va tirer de ce constat en fait? Françoise, tu peux leur donner c'est qu'il y a quand même des moyens. Évidemment, si vous voulez mettre votre enfant dans une crèche, le vaccin est obligatoire. Là, vous n'êtes pas obligé de mettre votre enfant dans la crèche, donc il sera refusé. Mais si vous êtes obligé d'aller à l'école, on vous laissera mettre vos enfants à l'école. Et moi, on m'a aussi accepté dans mon travail. Parce que je refusais d'être vaccinée si on ne prenait pas en charge les effets indésirables. Et comme tout médicament, il y a des effets indésirables. Voilà. Oui. Oui, comment interpréter l'obligation des 11 vaccins? Quelles sont ses caractéristiques et quelles peuvent être les réactions de très jeunes enfants face à cette obligation de 11 vaccins? Il y a quelqu'un qui veut d'autres questions? On va peut-être pouvoir répondre à ces questions quand vous intervenez librement. Bon, les sujets sont un petit peu divers. Sur la question du lévothyrox, je pense que le problème principal, c'est que officiellement, la formule a évolué à la demande de l'agence du médicament parce qu'il y avait des problèmes de stabilité de l'ancienne formule. Est-ce que c'est la réalité ou pas? Je reviens sur la notion de transparence qui était abordée par Quentin tout à l'heure. Bon, c'est la version officielle, c'est tout ce que je peux dire. Je précise que je fais partie du bureau d'un nouveau regroupement d'associations qui s'appelle France Asso Santé, qui est un regroupement créé par la loi Santé de 2016 et qui regroupe 77 associations d'usagers de la santé.
Donc tous les retraités, les associations familiales, l'APF, l'AFM, nous, etc. Donc on est très nombreux, je suis au bureau, donc on a traité la question du lévothyrox. Donc il y avait une demande de la NSM de modifier la proposition du lévothyrox. Le seul problème, c'est que ça ne s'est pas fait en concertation avec les associations de patients. Donc tout d'un coup, ils ont vu, et même sans trop le savoir, débouler de nouvelles formulations par rapport aux questions de la thyroïde. Il y a eu des effets indésirables. Tout le monde a été surpris parce que personne ne savait qu'il y avait eu un changement de la formule. Donc le vrai problème, c'est un problème de concertation entre l'agence du médicament et les associations de patients. Donc après, je n'ai pas de réponse précise sur comment les choses vont évoluer. Est-ce que l'ancienne formule va effectivement revenir ou pas? Ou est-ce qu'il y aura un temps d'adaptation nécessaire avec la nouvelle formule? Je ne peux pas vous répondre très concrètement. Mais l'arcane qui s'est passé, c'est un défaut de concertation habituel entre l'agence du médicament et les associations de patients. Il y a une... Tout à l'heure, monsieur a parlé des brevets. Le lévothyrox, ancienne formule, va être sur le marché depuis 20 ans. Alors est-ce que c'est pas justement pour pouvoir repartir sur un autre brevet pour... Oui, rapidement, alors je ne sais pas dans le cas particulier du lévothyrox, mais d'une manière générale, la stratégie des laboratoires est celle qu'ils appellent eux-mêmes les MeToo, qui n'a rien à voir avec le mouvement de revendication récent de la part des femmes, etc., mais qu'on appelle des MeToo, parce qu'il suffit de changer parfois un élément secondaire de la formule, de la structure chimique, ou bien simplement des formes d'administration, des excipients, pour pouvoir avoir un nouveau brevet. Et après, on va présenter ça comme étant une amélioration de service médical rendu particulièrement importante, ce qui est souvent très difficile à savoir à l'avance, avant d'avoir pu tester à grandeur réelle l'efficacité du médicament. Donc évidemment, quand un brevet tombe dans le domaine public et que hop, apparaît au même moment une nouvelle formule, on peut évidemment penser qu'il y a une forme de présomption de culpabilité plutôt que d'innocence, sachant que d'une manière générale, ces nouvelles molécules n'apportent pas grand-chose. Hein. Il y a quand même beaucoup de médecins indépendants des laboratoires, autour de la revue Prescrire, du Formindep, mais aussi d'autres associations qui considèrent qu'on pourrait réduire l'arsenal thérapeutique total à quelques dizaines de médicaments simplement, quoi. Voilà, alors le problème c'est que j'ai pas d'informations particulières, ce qui me permet juste de rebondir très rapidement sur les autres questions, mais c'est que d'une manière générale, plutôt que d'avoir comme mot d'ordre ne nous vaccinons pas, moi ce qui me semble compliqué vraiment à dire aux gens, je pense que l'idée c'est quand même de se dire qu'il faudrait avoir accès aux informations pour pouvoir décider réellement, quoi. Hein. Et c'est ça le problème, c'est que pour le moment, à mon avis, la liberté de choisir ne peut pas s'exercer indépendamment d'une véritable information. Hein. Et donc au-delà de la question de la transparence, il y a vraiment la question du contrôle des informations et de toute la chaîne de fabrication du savoir médical sur le médicament qu'il faut réussir à mettre vraiment au cœur de la question, plutôt que de se dire on est pour ou contre les vaccins, ce qui me semble pas forcément la bonne manière de formuler le problème. Sur la question de l'analyse que l'on peut faire sur le fait que 11 vaccins arrivent, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, pour rebondir sur la question de la transparence sur la présence d'aluminium et sur la question des essais cliniques que Quentin avait abordé tout à l'heure. Les essais cliniques, par exemple, des vaccins sont faits contre un placebo qui contient lui-même de l'aluminium. Donc vous comprenez tout de suite ce que ça veut dire. Ce qui fait que le réseau Cochrane, qui est un réseau très important, de très haute qualité, qui réunit des chercheurs, des scientifiques, des patients au niveau mondial, 25 000 personnes, le réseau Cochrane du Danemark a porté plainte contre l'Agence européenne du médicament sur ce sujet et en lien en particulier avec le Gardasil, qui est un vaccin contre le papillomavirus. Entre autres sur cette question
du manque de transparence dans les essais cliniques et plus particulièrement de la comparaison avec un placebo qui contient de l'aluminium et qui n'est donc pas un placebo. Donc pour nous, l'enjeu sur ces 11 vaccins, plus que la question d'obligation, même si bien évidemment on pense que c'est une erreur de stratégie qui va renforcer la méfiance vis-à-vis de la vaccination, la question c'est que quand on sait que l'aluminium est neurotoxique qui migre dans l'organisme chez les tout petits enfants, moins de 2 ans, dont la barrière hémato-encéphalique n'est pas refermée, ça veut dire qu'il va monter encore plus facilement, et quand on sait que l'organisation des neurones, des synapses, se fait dans les premiers mois de la vie, on ne peut être qu'inquiet. Et quand on est conscient des problèmes de l'aluminium, on ne peut pas avoir envie que ces enfants ou petits-enfants reçoivent des doses qui sont quand même relativement importantes. On est à presque 4 mg d'aluminium injecté dans les 2 premières années. C'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin. On peut penser que si les vaccinations d'ailleurs se faisaient après 2 ans, il y aurait beaucoup moins de risques pour la santé des enfants. Et il y a une question sur les patients experts, mais oui, patients experts, oui, c'est effectivement un peu un titre que l'on revendique parce qu'on se forme, on est obligé de se former, on est obligé d'aller au-delà des apparences parce qu'on n'a pas les informations qui nous sont données, donc il faut aller les chercher, il faut les analyser, il faut participer à des échanges comme on fait aujourd'hui pour pouvoir ensuite porter la parole de tout le monde. Donc les patients deviennent de plus en plus experts parce qu'aussi l'information est diffusée, largement diffusée avec les réseaux sociaux et on ne peut plus faire comme avant où on imposait une décision d'en haut et où les gens devaient l'appliquer. Les gens maintenant doivent être acteurs, partenaires de leur choix, partenaires de leur santé. Ça fait partie aussi des choses oui, que l'on revendique. Et sur l'accès à l'école, peut-être pour terminer, pour moi, j'ai envie de dire qu'on peut toujours trouver des solutions individuelles, c'est-à-dire qu'on ne mettra pas son enfant à l'école, par exemple, à la crèche, etc. Mais ça ne sera pas le cas de tout le monde. Et je crois qu'il faut rester. Il est important d'être dans un combat collectif. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience du fait que l'aluminium est toxique, vont faire vacciner leurs enfants, ou s'ils commencent à avoir un peu de conscience par rapport à cette question, ne vont pas oser s'affronter au système. Je fais de nombreux débats suite au documentaire, un peu partout en France. Et quand la question est posée, mais comment on va faire nous par rapport à nos enfants, ben, je le dis toujours, si vous êtes conscient du problème de l'aluminium et que c'est vraiment la raison pour laquelle vous vous opposez, opposez-vous, créez un collectif et nous on viendra en soutien. Restez pas tout seul à trouver des solutions individuelles. Je pense que pendant pas mal d'années, les personnes ont cherché par exemple à rencontrer des médecins qui allaient vacciner le carnet de vaccination plutôt que de vacciner les gamins. Mais ça c'est pas pour nous, on comprend que c'est une solution individuelle quand on n'a pas le choix, quand on est coincé, mais c'est pas ce qui fait avancer le sujet. Il faut que les questions soient sur la table, qu'on se mobilise collectivement et que collectivement on exige la transparence, le financement de la recherche et des alternatives, parce que les alternatives, j'en ai pas parlé, mais elles existent. S'il n'y avait pas d'alternative, on pourrait poser la question du bénéfice-risque, mais elles existent. L'Institut Pasteur avait viré l'aluminium de tous ses produits de 1974 à 1986. Et il l'avait remplacé par du phosphate de calcium, qui est un composant naturel de l'organisme. Voilà. Et pendant 12 ans, ils ont vendu ces vaccins dans le monde entier. Donc les alternatives, elles existent. Un deuxième exemple, puisque dans une primo-vaccination, l'organisme reconnaît le danger de l'antigène grâce à l'adjuvant, dans la deuxième vaccination, donc dès le premier appel, il n'y a plus besoin d'adjuvant. Parce que l'organisme, il a identifié l'alien. Donc on peut se passer, dans une vie, le plus de doses d'aluminium que l'on reçoit, c'est dans les rappels. On peut se passer d'aluminium dans tous les rappels. C'est officiel. Et la ligne en dessous de cette information, c'est « mais l'industrie ne veut pas avoir deux lignes de fabrication distinctes ». Bien, là on va arriver, on est au terme du débat. Alors si vous n'avez pas de questions, là on va peut-être faire un tour de table, à moins qu'il y en ait une, mais rapide, parce que c'est pas nous qui décidons.
Françoise. Parce qu'on va avoir une interruption certainement, mais on va aller jusqu'au bout. Voilà. Non, non, assiste. C'est bon. Vous avez parlé donc des vaccins, de l'aluminium. Donc on sait tous que l'aluminium est un poison. Géraldine l'a dit, Joyeux l'a dit, tout le monde le sait. Bon, pourquoi et on continue à mettre de l'aluminium? Peut-être que tous ces fabricants de vaccins ont leur raison. Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi les mômes de même pas 2 ans ont besoin de 11 vaccins. Tout à coup, ils ont besoin de 11 vaccins. On sait que la l'usine a travaillé pour Sanofi et puis peut-être aussi Macron, j'en sais rien, et que c'est un renvoi d'ascenseur. Tout à coup, un enfant, aluminium ou pas, il faut qu'il y ait 11 vaccins. Et ça, je ne comprends pas pourquoi un môme, tout à coup, a besoin de 11 vaccins. Avec ou sans aluminium, je pense que c'est pas bon de leur injecter 11 vaccins d'un coup. Petite précision, la mise en cause que vous faites, il faut la faire de plus loin dans ce cas-là, parce que je vais vous donner un exemple. Autour de l'année 2008, en 2006, 30% des nourrissons étaient vaccinés contre l'hépatite B. En 2010, il y en avait 80%. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2008, avec la disparition du DP polio sans adjuvant, et la même année, l'autorisation de mise sur le marché du vaccin hexavalent qui contient l'hépatite B. Ça a été une volonté commune à la fois politique, de protéger la population contre ces 6 pathologies, et aussi certainement industrielle. Premièrement. Deuxièmement, donc c'est une histoire ancienne. Deuxièmement, actuellement, il y a 80% de la population qui a ces 11 vaccinations dans le cadre du calendrier vaccinal. Donc cette obligation va faire passer de 80 à 90 ou 95%, ce qui n'est pas anodin, mais déjà, le principe est acquis depuis pas mal d'années. Bien. On va peut-être faire un tour de table. Il y a une dernière... personne ne veut de questions là. On va faire un tour de table. On va commencer par Daniel. Je pense qu'il ressort un peu de nos interventions communes une exigence très très forte de transparence, un problème posé par les pouvoirs entre les mains du lobbying pharma, le problème des brevets qui ne devrait pas exister puisque c'est une accaparation de la propriété technologique. Et le besoin d'imposer l'intervention citoyenne. La montée des mesures pour empêcher l'intervention citoyenne qui sont faites avec des connivences entre l'État et les industriels, et la nécessité d'inverser et d'imposer l'intervention citoyenne. Nous sommes nettement plus nombreux, c'est de notre vie qu'il défend, donc c'est vraiment une question urgente. Juste parce que, avant de partir, comment Laurent Quentin, non, Laurent Ravelli, je fais lapsus. Oui. Il y a des livres qu'il dédicacera tout à l'heure. Voilà. Oui, juste 2-3 phrases pour conclure. Quelqu'un a parlé de la personnalité du patient tout à l'heure qui disparaissait. C'est vrai qu'on est dans une époque de standardisation et d'élaboration de solutions qui seraient censées être valables pour tout le monde de la même manière. Et je pense que c'est une vraie tendance générale à la disparition du coup d'une médecine personnalisée, adaptée à l'individualité des gens. Et le modèle de ça, c'est effectivement lié des essais cliniques qui seraient des preuves quantitatives de l'efficacité. Et c'est en fait faire abstraction de toutes les particularités, les génétiques, les sociales, individuelles des gens.
et qui risque de disparaître un peu dans la foulée. Donc moi, ce qui me semble important peut-être de rappeler, c'est de dire quand même que la médecine se retrouve à être segmentée en tout un tas de spécialités, que par ailleurs on aurait d'un côté des solutions techniques dissociées de ces spécialités médicales, donc le médicament comme solution à tous les problèmes médicaux, et que tout ça, à mon sens, doit être quand même replacé dans un contexte plus général de pathologisation et de surmédicalisation de tout un tas de questions qui pourraient en réalité être réglées autrement. Dans ce cas-là, il n'y a pas simplement les vaccins, mais il y a évidemment la question des antidépresseurs, la question des antibiotiques, enfin tout un tas de choses qui en fait pourraient être traitées bien en amont de l'apparition des maladies et qui supposent en fait de régler les choses au niveau des causes sociales qui font qu'on éprouve ce besoin d'avoir une équation un peu fausse entre une maladie et un médicament, quoi. Donc voilà, tout ça s'inscrit à mon avis dans un processus qui est un peu remis en question ces dernières années, parce qu'on sent une forme de décloisonnement en réalité, et la présence de différents acteurs à cette table l'indique bien, et la montée aussi de formes de contre-expertise adossées à des associations de patients, mais aussi de médecins, avec une circulation parallèle des informations, fait qu'en fait tout ne va pas dans un seul sens. Il n'y a pas juste de la privatisation et de la confiscation du savoir médical, mais il y a aussi des tendances inverses auxquelles on peut et sans doute on doit être attentif. Ouais, d'ailleurs, un autre volet, c'est la surmédicalisation, et notamment dans la psychiatrie, où on voit la disparition telle qu'on l'avait pratiquée après la guerre. Et maintenant, on a tendance à répondre par des médicaments, en fait. Comment, Jean-Michel? Oui, j'ai très peu à ajouter à ce que Quentin a très bien dit à l'instant. Il y a effectivement du souci à se faire quand on regarde la stratégie de la Big Pharma et tout ce qui tend à convertir le médicament en marchandise et à faire du patient un client. Il y a aussi des éléments d'optimisme quand on se rend compte qu'il est de plus en plus difficile aux spécialistes autoproclamés d'assurer un secret complet sur ce qui est en train de se passer. Donc on est dans une période où il y a des luttes, ça n'a rien de très nouveau pour l'appropriation de la santé par le peuple. Ce qui est, je crois, important, c'est de mener ces luttes au présent en se disant bien qu'il n'y a pas de petits succès, qu'il n'y a pas de petits pas en avant, tous les pas en avant comptent, et il ne faut pas s'en remettre à un grand soir futile électoral pour réussir à parfaire cette appropriation qui est tout à fait importante. Le dernier point, c'est que on voit le succès de certaines idées philosophiques et écologiques sur la responsabilité que nous avons, bien sûr, par rapport au reste de la planète et par rapport aux générations futures. Ce sont des idées qui ont été notamment synthétisées en Allemagne par un penseur qui s'appelle Hans Jonas, qui est par ailleurs quelqu'un de fort peu progressiste, puisqu'il s'en remet à une espèce d'aristocratie. Il se proclame lui-même aristocrate. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le principe de responsabilité, dans lequel il y a deux choses. À la fois un élément très pertinent, nous sommes responsables de la planète, de ce qu'elle va devenir, des générations à venir, et un élément beaucoup plus préoccupant, les générations à venir, nous devons les traiter comme des petits-enfants. Je crois qu'il y a la véritable issue, elle est démocratique. C'est-à-dire que nos enfants
les générations à venir, ce qui est de notre responsabilité, c'est d'abord et avant tout de leur donner le plus d'autonomie possible, le plus d'instruments possible pour réfléchir, pour décider et pour agir. La question de la décision, elle est fondamentale. À la limite, les firmes pharmaceutiques nous distilleront quelques éléments d'information, mais sous réserve que nous n'intervenions pas. Et ce qui est certain, c'est que ça ne va pas se faire l'intervention par personnes séparées, ça va se faire dans le cadre d'actions menées par des associations, par des groupes, par des élus, par des partis politiques, par des syndicats, et il y a tout à fait lieu, notamment dans le monde syndical, dans le monde du salariat, il y a tout à fait lieu de donner aux questions de la santé une place qu'elles n'ont pas toujours, malheureusement. Bien, écoutez, on va vous remercier tous les uns et les autres. Et puis là, Quentin va être disponible si vous souhaitez pour dédicacer son ouvrage. Voilà. Donc il y a aussi le livre écrit par le professeur Romain Guerardi, et il y a également donc le DVD du film comme l'aluminium, les vaccins et les 2 lapins.